Bienvenue sur le plateau de Cardio Online au JESFC 2018. J'ai le plaisir aujourd'hui d'accueillir Sandrine Charpentier qui dirige l'unité de douleurs thoraciques à l'hôpital de Toulouse. Et nous allons aujourd'hui parler des douleurs thoraciques aux urgences. Bonjour Sandrine Charpentier. Bonjour. Alors, est-ce que vous pouvez déjà nous rappeler les principales causes de douleurs thoraciques aux urgences et leur fréquence? Alors effectivement, c'est très différent de ce que voit un cardiologue. Un médecin urgentiste aux urgences, il va voir beaucoup de douleurs thoraciques et en fin de compte, au bout du compte, que 10% de syndrome coronarien. Et parmi ces 10% de syndrome coronarien, la grande majorité seront des non-ST+, et un petit bout des ST+, parce que la filière est bien faite. Normalement, ces patients-là n'arrivent pas aux urgences, ils vont directement du SMUR vers les centres de cardiologie interventionnelle. Après, les autres causes, les autres motifs qui vont mettre en jeu le pronostic vital, embolie pulmonaire, dissection aortique, les pathologies digestives ou respiratoires comme les pneumopathies, ça représente en fin de compte des prévalences assez faibles. Les pneumopathies, c'est 5%, les pathologies digestives, c'est 4 ou 5%, les dissections aortiques, c'est moins de 1%, embolie pulmonaire, 2%, et la grande majorité des douleurs thoraciques, au bout de la prise en charge, sont des douleurs thoraciques étiquetées, soit indéterminées, soit neuromusculo-squelettiques ou psychogènes, mais on aura quand même fait une stratégie diagnostique pour arriver à ce diagnostic final. Le but étant d'éliminer les choses graves. Est-ce qu'il y a une approche justement différente entre l'urgentiste et le cardiologue aux urgences? Tout à fait. Alors, qui n'est pas spécifique à la cardiologie, en fin de compte, qui est spécifique à toutes les spécialités d'organes. Les spécialistes d'organes, ce qu'ils veulent, c'est affirmer le diagnostic. Nous, ce qu'on veut, c'est l'exclure. La médecine d'urgence, c'est la médecine, en tous les cas, sur l'urgence intra-hospitalière, c'est la médecine de l'exclusion. Donc, on doit diagnostiquer les pathologies graves, mais on doit surtout les exclure et pas laisser sortir des patients pour lesquels on va prendre un risque avec derrière des conséquences en termes de morbimortalité. Donc en fait, toutes les stratégies qu'on utilise, que ce soit la clinique, que ce soit les biomarqueurs, que ce soit l'imagerie, en fait, doivent être optimisées, doivent être utilisées dans un but d'exclure le diagnostic avec une sécurité suffisante. Donc en fait, nous, ce qu'on privilégie, c'est la sensibilité plus que la spécificité, ce qui est différent des spécialités d'organes. Vous, ce que vous voulez savoir, un cardiologue, ce qu'il veut savoir, c'est est-ce que quand j'ai une douleur thoracique, je suis sûr d'avoir un syndrome coronarien. Moi, quand j'ai une douleur thoracique, est-ce que je suis sûr que le patient n'en a pas? L'approche n'est pas la même. En fait. Alors, justement, est-ce que nous, aux urgences, il y a des patients qu'on va voir ou qu'on ne va pas voir, justement, et qui vont avoir besoin quand même, au long cours, d'un avis cardiologique? Ouais. Alors, comme je disais au début, en fin de compte, on retrouve 10%, 15% de syndrome coronarien à la fin de la prise en charge aux urgences. Là-dessus, il y a des patients pour lesquels on va avoir un doute diagnostique, puis il y a surtout des patients qui ont des facteurs de risque. Et des patients qui ont des facteurs de risque, le facteur de risque en médecine d'urgence, il ne sert à rien. Parce que 80% des patients ont au moins un facteur de risque quand ils arrivent avec une douleur thoracique aux urgences. Or, il n'y a pas 80% de syndrome coronarien. Et puis surtout, il y a plein de patients qui ne sont pas au courant qu'ils en ont. Donc en fin de compte, en termes d'efficience diagnostique, de performance diagnostique, le facteur de risque, quand les internes ou les chefs de clinique nous disent « est-ce que vous avez cherché les facteurs de risque ?» En fait, ça ne nous sert à rien pour la stratégie. Par contre, c'est important parce que ces patients-là, ils sont à risque de développer un événement peut-être dans l'année ou dans les 2 ans qui suivent le passage aux urgences. Et à ce moment-là, c'est bien de les dépister et les mettre dans la filière. Donc on n'est plus dans vraiment les fondamentaux de la médecine d'urgence, mais c'est bien que ces patients, on les identifie et que le cardiologue les voit à distance dans des consultations de proximité. Après, la règle que disent les recommandations, c'est un patient qui sort des urgences avec une douleur qui pouvait être évocatrice d'un syndrome coronarien, c'est bien de le mettre dans la filière cardio au cas où on soit passé à côté. En pratique, on passe très très peu à côté et on a moins de 1% de redressement de diagnostic et d'erreurs qui seraient faites aux urgences. Donc c'est vraiment, on est dans l'erreur, je dirais, acceptable. Par contre, des patients à qui on détecte réellement une coronaropathie qui aurait pu évoluer, là on en détecte
plus que 1%. Et en ça, c'est intéressant d'avoir ces consultations post-urgence. Mettre en place cette filière dans les différentes fait, urgences. Ouais. Et est-ce que vous pouvez nous dire un mot de la biologie, peut-être de l'examen clinique et paraclinique, qui est vraiment utile, faire systématiquement ou non systématiquement aux urgences? Alors évidemment, on ne peut pas parler de stratégie diagnostique sans parler de la clinique, mais là aussi, il faut l'adapter aux spécificités de la médecine d'urgence. Je parlais des facteurs de risque qui n'ont pas d'intérêt. Par contre, savoir qu'on a un antécédent coronarien ou un antécédent d'AVC ou un antécédent d'artériopathie oblitérante des membres inférieurs, ça augmente la probabilité. La typologie de la douleur, elle est importante chez les hommes. Elle ne sert pas à grand-chose chez les femmes, parce que les femmes sont bien plus atypiques que les hommes. Par contre, la stratégie qui est optimale, c'est celle qu'utilise la troponine hypersensible. Et les troponines de haute sensibilité, elles ont vraiment changé notre approche et elles nous permettent d'avoir une approche bien plus sécuritaire. Par contre, ça nous oblige à ne pas faire n'importe quoi avec ces marqueurs qui, certes, sont très sensibles, mais pour le coup, sont pas spécifiques des coronaires. Il se passe quelque chose au niveau cardiaque, ça peut être une ischémie, mais qui n'a rien à voir avec un problème d'occlusion coronaire. Donc il faut être attentif à ne pas en abuser, mais en tous les cas, pour la douleur thoracique, où on le fait de façon très importante, là, à ce moment-là, on est quasiment sûr, quand on a 2 troponines hypersensibles à 3 heures d'intervalle qui sont négatives, que le patient n'a pas un syndrome coronarien, n'a pas un événement aigu. Sur les algorithmes nouveaux H0, H1, en fin de compte, on est un certain nombre en France à dire qu'ils ne sont pas suffisamment sécuritaires. On a un risque d'erreur supérieur à 2%. Et les biologistes ne sont pas d'accord non plus sur les règles d'interprétation et ils trouvent que les variations entre 2 prélèvements sont trop faibles pour avoir suffisamment de sécurité, là pour le coup analytique, pas sur le syndrome coronarien. Donc avec H0, H3, on est sécuritaire. Très bien. Et pour les dédimères? Alors les dédimères, ça nécessite d'avoir évalué la probabilité pré-test, le score de Genève ou les scores de PERP. On ne fait pas les dédimères là aussi tout venant parce que c'est un marqueur là aussi très sensible mais très peu spécifique. Et plus on utilise ces marqueurs sans avoir eu avant ça une stratégie et une orientation diagnostique, en fait plus on est perdu et plus on surconsomme après de l'imagerie au détriment des patients. Donc là aussi il faut avoir vraiment des étapes dans la prise en charge et les dédimères ne sont absolument pas systématiques dans la prise en charge aux urgences. Très bien, merci beaucoup Sandrine Charpentier. Je pense qu'on comprend bien que c'est très important qu'il y ait vraiment un couple de travail entre urgentistes et cardiologues pour que l'unité fonctionne bien. Et merci encore pour votre intervention. Merci.